Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des trois principaux sujets qui vous intéressent le plus, du moins si j'en crois vos questions, notamment sur notre chaîne YouTube. Tout d'abord, le chômage qui malheureusement est en train de repartir à la hausse. On a eu les chiffres la semaine dernière du mois de septembre, c'est assez catastrophique, avec parallèlement en France notamment une augmentation donc des plans de licenciement un peu partout. On en a quasiment un tous les jours, des faillites d'entreprises qui atteignent des sommets historiques, donc bien sûr énormément de craintes, ça concerne notre quotidien, notre pouvoir d'achat, notre avenir. Parallèlement, là aussi, les chiffres viennent de sortir. L'inflation repart à la hausse au mois d'octobre. Tout le monde avait dit non, ça y est, c'est fini. Ben non, ça repart à la hausse en France, dans la zone euro. Il y aura bien sûr également des impacts sur le pouvoir d'achat et sur les taux d'intérêt, ce qui amène au troisième sujet qui vous intéresse le plus, évidemment l'immobilier. Là aussi, les chiffres viennent de sortir sur le mois d'octobre. Eh bien, les prix continuent de baisser. D'ailleurs, ça sera la question de la semaine. Est-ce que les prix vont continuer de baisser ou pas sur le front de l'immobilier? Et dans quelle ville la chute est la plus forte? On verra ça tout à l'heure. On terminera bien sûr, comme d'habitude, avec une bonne nouvelle. Un peu comme la semaine dernière, une bonne nouvelle, on va dire humoristique, parce qu'évidemment, il faut garder le moral et l'humour. Mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver des bonnes nouvelles aujourd'hui dans le contexte un petit peu particulier et surtout difficile pour l'économie française, également celle de la zone euro. Bien sûr, il y aura les élections américaines, on en parlera la semaine prochaine, on n'a pas encore bien sûr les résultats, mais là aussi on verra quels seront les impacts que ça pourrait avoir sur l'économie française, sur le monde et sur les marchés bien entendu. Mais pour l'instant, on s'attaque à ces trois sujets qui sont évidemment déterminants. Donc voilà le titre, faut-il s'inquiéter pour 2025 Quelles sont les perspectives? On va voir ça dans le détail. On commence tout de suite avec un sujet d'actualité. Les chiffres viennent de sortir ce matin sur le déficit public français, le déficit de l'État français, donc hors collectivité locale et hors sécurité sociale. Malheureusement, ça continue. C'est la bérésina, j'ai envie de dire. Sur les 9 premiers mois de l'année, donc de janvier à septembre 2024, on a quasiment 174 milliards d'euros de déficit public, uniquement encore une fois pour l'État, ce qui est le troisième record historique. On avait fait plus l'année dernière et en 2021. Donc bon, j'ai envie de dire c'est un peu moins grave que l'année dernière, mais ça reste très grave. Et surtout l'année dernière, il n'y avait pas de fort déficit des comptes des collectivités locales et sociales. Or cette année, c'est le cas. Donc ça veut dire qu'on risque d'atteindre 200 milliards d'euros de déficit public total, État, collectivité locale, collectivité sociale. Donc évidemment un record historique. Et dans ces conditions, évidemment, la note de la France sera sûrement dégradée, mais surtout, on verra ça tout à l'heure, les taux d'intérêt de la dette publique française sont en train d'augmenter. On est à quasiment 3,2% au moment où je vous parle. Donc on a bien cette inquiétude qui est en train de grossir. L'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, également la France et le Portugal, qui reste très élevé, qui même augmente. Et ça, c'est bien entendu très dangereux pour la crédibilité de la France. Donc ce qui veut dire que là aussi, on a des risques. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu les chiffres du PIB français. Beaucoup se sont gargarisés. Vous voyez, ça va, c'est formidable. Mais même l'INSEE, quand on voit le détail du communiqué, eh ben, l'INSEE nous a dit, bon, attention, ça a été un petit peu gonflé aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il y a eu donc une croissance de 0,36% au troisième trimestre, liée notamment aux Jeux Olympiques. En glissement annuel, si c'est la courbe rouge, on est à 1,3%. Mais surtout, ça dénote avec la réalité du terrain, j'ai envie de dire, notamment les enquêtes des directeurs d'achat, donc du mois d'octobre. Là, on voit bien qu'on est sur un niveau de 47,3. Donc, ce qui veut bien dire que le PIB, la courbe bleue, va baisser très rapidement et surtout au quatrième trimestre et certainement fortement. Donc attention, il ne faut pas s'arrêter à ce chiffre du troisième trimestre. Il y aura là aussi une forte baisse malheureusement du PIB français au quatrième trimestre. C'est également d'ailleurs confirmé par l'indice INSEE du climat des affaires du mois d'octobre. On en parlait dernièrement. Donc on voit bien que là aussi cette résistance du PIB français, elle dénote par rapport à encore une fois la réalité du terrain, des chefs d'entreprise, donc qui montrent que l'activité va malheureusement baisser également au quatrième trimestre. Donc vous voyez que je n'ai pas ça de gaieté de cœur, bien entendu, mais c'est la réalité tout simplement aujourd'hui. Il faut regarder cette réalité en face et c'est compliqué. Mais le plus grave, j'ai envie de dire, c'est que même quand on regarde le détail des comptes nationaux, donc du troisième trimestre, avec cette petite augmentation du PIB, sympathique on va dire, eh bien dans le détail des chiffres, ce n'est pas bon du tout. Certes, la consommation a résisté justement grâce aux Jeux Olympiques, mais par contre, le nerf de la guerre, c'est l'investissement des entreprises, et là, évidemment, c'est très surprenant, puisque pour le quatrième trimestre consécutif, l'investissement des entreprises a chuté. On le voit ici, c'est la courbe rouge. La courbe verte, c'est la consommation qui est légèrement au-dessus des 0% de croissance en glissement annuel. Par contre, regardez bien le glissement annuel, donc ça veut dire sur 4 trimestres de l'investissement des entreprises, on est sur une chute de 3,2%. À part la période Covid, c'est du jamais vu, regardez bien, depuis le quatrième trimestre 2009, donc depuis la dernière grande récession de 2009. Donc nous y sommes aujourd'hui. Comme vous le savez, quand les entreprises n'investissent plus, demain il y a
moins d'emplois, et ensuite moins de consommation, moins de revenus, etc. Donc c'est un cercle pernicieux particulièrement dangereux. Donc voilà la réalité de l'économie française. C'est pourquoi on a ce distinguo, j'ai envie de dire, cet apparent paradoxe entre d'un côté les chefs d'entreprise qui sont très inquiets, qui nous disent, ben voilà, il y a une baisse de l'investissement, c'est une réalité, et puis de l'autre côté, grâce à la consommation qui résiste, elle est soutenue artificiellement, comme vous le savez, par la dette publique, et bien à ce moment-là, on a l'impression que tout va bien, mais non, malheureusement, la situation est très grave, et encore une fois, il faut le dire pour qu'on puisse réagir, et là, les mesures qu'on entend ici ou là, d'augmentation des impôts ou autres, évidemment, ce ne va pas dans le bon sens. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que souvent on me demande, oui, mais proposer des solutions, au moins une fois par mois, je fais une vidéo sur justement les solutions, il y en a une sur le mois d'octobre, donc je vous conseille de la voir si vous le souhaitez, pour voir justement les solutions que je propose, elles existent, on peut encore sauver l'économie française, encore faut-il s'en donner les moyens, malheureusement ça n'a pas été le cas ces dernières années, donc ça continue de s'effondrer. Alors là on voit l'investissement des entreprises, si on voit l'investissement logement des ménages, alors là c'est encore pire, attention, alors âme sensible, j'ai envie de dire, je vous préviens à l'avance, c'est très dur à supporter, regardez bien cet effondrement de l'investissement logement des ménages, oui vous ne rêvez pas, 13 trimestres consécutifs de baisse. J'ai vérifié, c'est du jamais vu. Une période aussi longue donc de baisse donc continue de l'investissement logement des ménages, c'est du jamais vu. Voilà, donc voilà, la courbe bleue, c'est en train de s'effondrer. Regardez bien, donc depuis, si on regarde donc depuis 2021, on est sur une baisse de quasiment 19%, 18,7%. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a eu un effet Corona. Même si on regarde depuis 2019, on est à moins 13,7%. Rendez-vous compte, hein, ça c'est en plus hors inflation, donc c'est pour montrer l'ampleur des dégâts. Et si on se réfère justement à l'année 2007, eh bien là c'est une baisse de quasiment 20%. Voilà aujourd'hui où en est l'investissement logement. Donc vous avez compris, l'investissement logement, c'est le bâtiment. Comme vous le savez, je dis souvent, quand le bâtiment va, tout va. Quand il ne va pas, rien ne va plus. Et c'est évidemment le drame. Et malheureusement, on ne fait rien pour stopper l'hémorragie. L'hémorragie continue d'augmenter parce qu'il y a évidemment ce problème de taux d'intérêt toujours très élevé, on le verra tout à l'heure, et parallèlement une faiblesse du pouvoir d'achat, ce qui là aussi casse l'investissement donc logement. Et justement, aujourd'hui, il y a à peu près 300 000 emplois menacés dans le bâtiment, dans la construction. C'est vrai que les travaux publics, ça résiste plutôt bien, mais le bâtiment aujourd'hui, ça souffre énormément. Et malheureusement, il n'y a pas de mesures qui sont prises pour relancer un petit peu la machine, et ça va être compliqué, puisque tant que les taux d'intérêt restent élevés, évidemment, on ne pourra pas inverser la machine. Et comme on a trop de déficit public, trop de dette publique, on vient de le voir, ben les taux d'intérêt vont rester élevés. Voilà. Même si la BCE baisse un peu les taux d'intérêt, elle ne pourra pas le faire beaucoup, puisque maintenant que l'inflation repart, ça va être compliqué, on le verra tout à l'heure. Tout ça pour dire que malheureusement, on a un secteur qui est sinistré, disons-le, à cause des mauvaises décisions de nos dirigeants, et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Alors pour ne rien arranger, mais voilà, je l'évoquais tout à l'heure, le chômage est en train d'augmenter, de repartir à la hausse. Donc on a les chiffres d'Eurostat, au moins le mois, c'est les chiffres du mois de septembre, on est à 7,6% de taux de chômage. Vous voyez, on était à 7,1% en 2023, donc il y a bien cette augmentation du taux de chômage. Et ça, attention, c'est le taux de chômage de catégorie A. Ça veut dire les chômeurs, entre guillemets, labellisés. Ça veut dire qu'ils font une recherche active d'emploi, ils n'ont pas du tout travaillé et ils sont immédiatement disponibles. Tous les autres, ceux qui ont été radiés, ceux qui font des stages, etc., on ne les voit pas ici. Et si on les ajoute, ça fait à peu près 16,5% de taux de chômage. Voilà le drame, malheureusement, de la France. On a un taux de chômage qui reste extrêmement élevé, mais regardez bien, ce qui est intéressant de voir, je vous ai mis la courbe bleue. La courbe bleue, c'est le taux de chômage dans la zone euro. Et là, c'est vrai qu'en septembre, ça se stabilise, on est à 6,3%. Donc on a un écart énorme entre la France et la zone euro. Ce qui est intéressant de voir, c'est que jusqu'en 2017, et oui, ça va vous surprendre, jusqu'en 2017, le taux de chômage de la zone euro, la courbe bleue, est largement supérieur au taux de chômage de la France, la courbe rouge. Et à partir de 2017-2018, alors évidemment il a baissé, parce qu'il y a eu la planche à billets, il y a eu ensuite le Corona, les aides, la dépense publique, la dette publique. Donc évidemment le taux de chômage a baissé un peu comme partout, mais regardez, il a beaucoup plus baissé dans la zone euro qu'en France. Donc on a bien un problème structurel de chômage, donc il ne faut pas s'arrêter à cette baisse du taux de chômage, qui évidemment est en grande partie artificielle, mais ce qui compte c'est l'écart entre ce qui se passe en France et dans la zone euro. Donc les pays de la zone euro qui ont modernisé le marché du travail, qui ont fait effectivement des réformes, donc le taux de chômage baisse, alors que nous malheureusement, il baisse certes, mais beaucoup moins que dans la zone euro. Et là maintenant, regardez bien, alors que la zone euro ça continue de baisser finalement, nous ça repart à la hausse. Donc il y a bien un problème français du chômage, et donc il y a une mauvaise politique. Alors on me dit souvent il y a une politique de l'offre, pas du tout, hein. N'oublions pas que les impôts n'ont pas arrêté d'augmenter, alors parfois ça a un petit peu baissé, il y a eu des subventions ici ou là, mais ça ne suffit pas. Il faut donner un horizon pour créer des emplois, un horizon, une stabilité fiscale, une stabilité sociale, ce qui n'a pas été le cas, ce qui est encore moins le cas aujourd'hui. Donc voilà pourquoi les entreprises sont inquiètes, c'est elles qui créent les emplois, et voilà pourquoi évidemment le chômage est en train de repartir à la hausse, et malheureusement, je suis désolé de vous le dire, ça va continuer. Alors si on regarde en termes de taux de chômage maintenant au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, ouais, la France est numéro 6,
C'est vrai qu'il y a toujours l'Espagne qui est devant nous, à 11,2, bon ils partent de loin, la Grèce 9,3, la Suède également, vous voyez les pays, je dirais nordiques, la Suède, la Finlande, qui n'avaient pas beaucoup de taux de chômage il y a encore quelques années, et là aussi on voit qu'ils ont dérapé, aussi trop de dépenses publiques, ils ont compris un peu tard, mais néanmoins ça leur coûte cher aujourd'hui, il faut qu'ils changent leur modèle, bon la Lituanie, mais ensuite on a donc la France, 7,6%, donc on voit que parmi les grands pays de la zone euro, donc on est devant l'Italie, devant le Portugal, devant bien sûr l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne évidemment, les Pays-Bas, bien entendu, oui, on a un taux de chômage à 3,5%. Donc on se rend bien compte que là, la France est en train de déraper, est en train de décrocher par rapport aux grands pays de la zone euro, donc ce qui fait que malheureusement on a un problème structurel de chômage, et malheureusement ça ne va pas s'arranger, puisque quand on voit les indicateurs avancés du chômage, notamment l'indice INSEE du climat de l'emploi, ou ici les perspectives de chômage des ménages, également indice INSEE sur le mois d'octobre, regardez bien, ça va continuer d'augmenter, donc là on est à 7,6% de taux de chômage, on pourrait dépasser les 8,5% de taux de chômage très rapidement malheureusement, et ça bien entendu s'il y a du chômage qui augmente, il y a également moins de consommation parce qu'il y a moins de revenus, et ça c'est évidemment très dangereux d'un point de vue social, également sociétal. C'est ça le drame, parce qu'on a tellement de dépenses publiques qu'on pourrait dire bon bah le taux de chômage ne veut plus être là, on va avoir le plein emploi comme ça avait été promis par Bruno Le Maire et tutti quanti, et on voit bien que ce n'est pas du tout le cas, donc il y a énormément de moyens publics qui sont mis, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, il faut repenser complètement le modèle, pas faire du saupoudrage, des mesurettes, il faut repenser complètement notre modèle économique et social, non pas vers de la rigueur, comme j'entends parfois, non pas du tout, vers, je dirais, une plus grande liberté, une plus grande modernité de notre économie, avec plus d'activité économique, donc également plus d'emplois, et des bons emplois là aussi, sachant qu'aujourd'hui, toujours malheureusement, encore et toujours j'ai envie de dire, ceux qui restent le plus concernés par ce chômage, ce sont évidemment les jeunes, et là on voit le taux de chômage des jeunes, malgré toutes les aides, malgré qu'on incite les jeunes à faire de plus en plus d'études, pléthore de bac plus 5, etc., même s'il n'y a pas de débouché, on dit c'est pas grave, continuez, comme ça vous n'êtes pas sur le marché du travail, ça évidemment c'est extrêmement dangereux, et voilà, 17,7% de taux de chômage en France, pour les moins de 25 ans au mois de septembre, ça augmente, dans la zone euro, 14,4%, plus de 3 points d'écart, donc on voit bien qu'il y a encore une fois un problème français, notamment sur le chômage des jeunes, et malgré toutes les aides qu'on peut donner, toutes les subventions, et encore une fois je dis toujours, ce que veulent les jeunes, ce que veulent l'ensemble des Français finalement, ce ne sont pas des aides, du moins la majorité, parce qu'il y en a évidemment qui peut-être qui le souhaitent, mais non, encore une fois je le dis souvent, j'ai décidé à HLM d'Orly, ce qu'on voulait nous pour nous en sortir, c'était pas des aides, c'était justement des vrais emplois, d'une vraie chance de s'en sortir. Or aujourd'hui, voilà, on maintient la paix sociale avec des aides, des subventions, ce n'est pas ça qu'il nous faut, il faut une économie beaucoup plus libérée, une économie beaucoup plus fluide, sinon on n'y arrivera pas malheureusement, et le chômage restera élevé malgré des aides qui sont énormes et qui coûtent très cher, et donc il faut financer avec une augmentation des impôts, ce qui viendra casser l'activité économique. Voilà le drame de la France aujourd'hui, notre modèle doit être complètement changé encore une fois, et quand on me dit non mais c'est ce qu'a essayé de faire Macron, pas du tout, n'oublions pas qu'avec Macron, le poids des prélèvements obligatoires a continué d'augmenter, que les dépenses publiques ont continué d'augmenter, donc ça c'est pas du libéralisme encore une fois, c'est pas une politique de l'offre, non pas du tout, c'est une fuite en avant, tout simplement, c'est une erreur stratégique qui a été faite. Alors, il n'y a pas que lui, ça fait des années que ça dure. Aujourd'hui, il faut que ça change, sinon on est au-devant d'une crise sociale et sociétale évidemment dramatique. Je ne parle même pas des dangers d'un point de vue de la société française, parce que aussi il y en a beaucoup. Quand on va se laisser aller, se laisser faire, ça peut être particulièrement dangereux pour l'avenir de la France, mais parlons d'économie, d'un point de vue économique, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et alors, pour ne rien arranger, là aussi, nos dirigeants s'étaient gargarisés, ça y est, l'inflation baisse, l'inflation est vaincue, tout va bien. Ben non, ça y est, ça repart à la hausse. Alors c'est vrai qu'on a vu une petite baisse des prix, donc là c'est l'indice Eurostat, on a vu une baisse des prix de 1,3%, et hop, ça repart à 0,3% d'augmentation, et donc le glissement annuel des prix, on est à 1,2% pour la norme INSEE, 1,5% pour la norme Eurostat, donc l'inflation, vous voyez, elle repart à la hausse, les prix continuent d'augmenter, ne l'oubliez pas, de janvier 2021 à octobre 2024, les prix en France, après la consommation en moyenne, augmenté de 16,5%. Donc il n'y a pas eu de baisse des prix durables, il n'y a pas eu d'inversion de tendance, et malheureusement, comme les revenus n'ont pas augmenté à l'aune de ces prix à la consommation, ça veut dire une baisse du pouvoir d'achat pour beaucoup de Français, notamment la classe moyenne, effectivement également, a fortiori, je dirais, les personnes qui sont dans la situation de pauvreté ou de difficulté financière. Donc là, à ce moment-là, évidemment, ce taux d'inflation qui reste élevé, plus le chômage qui augmente, ça ne va pas arranger les choses. Alors si on prend les biens alimentaires, là aussi, c'est quand même la grosse arnaque, parce que ça fait des mois qu'on nous dit oui, l'alimentation c'est bon, les prix baissent, ça y est, c'est fait, ça baisse, tout va bien.
Ben non, ça ne baisse pas, même ça continue d'augmenter, vous voyez, au cours du mois d'octobre, 0,2% d'augmentation, donc on voit bien que, alors ça, c'est une sorte de plateau, mais regardez la hausse qu'on a eue donc depuis 2021, au total, 22% de hausse, voilà, autant que ce qu'on avait eu de septembre 2007 à décembre 2020, donc on a eu autant en 3 ans, moins de 3 ans qu'on a eu en 13 ans, donc ça montre bien qu'on a cette difficulté supplémentaire d'une inflation, notamment sur l'alimentation, c'est-à-dire les biens du quotidien qui restent très élevés, et il n'y a pas eu d'efforts qui ont été faits de ce point de vue-là, et c'est ça qui aujourd'hui est dramatique, l'inflation reste trop forte, et donc ce qui va limiter les pouvoirs d'achat. Alors on a également ce mouvement qui s'observe au niveau de la zone euro, vous voyez que l'inflation là aussi dans la zone euro est repartie à la hausse, on est à 2% d'inflation, c'est important ce 2%, parce que le 2% ça veut dire que c'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne. Et regardez bien sur longue période, depuis le janvier 2021, sur même pas 3 ans, on est à quasiment 21% de hausse, 20,6% d'augmentation de l'ensemble des prix à la consommation pour toute la zone euro. Donc ça c'est évidemment très dangereux parce que comme l'inflation repart à la hausse, comme vous le savez, la Banque Centrale Européenne a donné un petit coup de pouce, elle a baissé les taux d'intérêt, très bien, sauf que maintenant que l'inflation revient à l'objectif d'inflation de la BCE, elle ne pourra plus baisser fortement les taux d'intérêt. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a bien cette inflation qui était montée, c'est vrai, sur des niveaux de quasiment 11%. Après, elle a diminué, même si les prix n'ont pas baissé encore une fois. Et là, hop, ça repart à la hausse. Donc on voit que c'est déjà terminé, j'ai envie de dire, ce mouvement de désinflation. Et donc la BCE qui a fortement baissé les taux d'intérêt, maintenant elle va devoir se calmer. Donc elle ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Le taux réfi sous les 3%, ce qui veut dire que là aussi, ça risque de limiter ce que certains espèrent de leur vœu, c'est-à-dire une croissance qui va redémarrer, voire la planche à billets. Non, elle ne peut pas, parce qu'il y a effectivement trop d'inflation. Ce n'est évidemment pas crédible. Donc, on l'a compris, on a une situation qui est très compliquée. Si les taux d'intérêt ne baissent pas, taux d'intérêt monétaire, évidemment, les taux d'intérêt des obligations d'État et de nos crédits ne vont pas baisser également. C'est ça le grand problème. D'autant pour nous, Français, nous avons une augmentation donc, de cette dette publique, des déficits publics, une perte de crédibilité, et donc, voilà, c'est le graphique du jour, pourrait-on dire, parce que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter aujourd'hui. Taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, on est à quasiment 3,2%. Vous voyez, donc ça remonte bien, oui, on voit bien cette courbe qui remonte. Donc on a connu plus, donc en 2023, on est monté jusqu'à 3,6%, mais si on voit bien, ici, ça reste des plus hauts depuis le début 2012. Donc je pense que malheureusement, à ce rythme, d'autant qu'on sera, encore une fois, les déficits publics vont encore déraper, donc c'est-à-dire qu'on peut très bien atteindre 3,5% de taux d'intérêt sur la dette à 10 ans, voire même plus, pour la France, et évidemment, c'est-à-dire que l'ensemble de nos crédits, des taux d'intérêt de nos crédits, notamment sur l'immobilier, va continuer d'augmenter, ce qui va évidemment casser l'activité là aussi. Et si on se compare, parce que là aussi, si on se compare à l'Allemagne, on pourrait dire, oh, aussi ça monte, oui, sauf que le différentiel de taux d'intérêt, vous voyez, ça y est, il a un nouveau niveau d'équilibre, 80 points de base, 0,80% si vous préférez, 80 points de base d'écart, donc en plus pour le taux d'intérêt français par rapport au taux d'intérêt allemand sur la dette publique à 10 ans. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Ça montre le manque de crédibilité qu'a évidemment la France. Alors j'avais fait un graphique la semaine dernière, qui était un petit peu, qui me paraissait être une sorte de chant du cygne, entre guillemets, voilà, une sorte de V, V pour victoire, V pour vendetta, on ne sait pas trop, mais bon, chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais regardez bien le taux d'intérêt de la France par rapport au Portugal, là aussi, voilà, 30 points de base d'écart, donc 0,30% si vous préférez. Donc en plus pour le taux d'intérêt français par rapport au taux d'intérêt portugais sur 10 ans. Donc ça veut dire que évidemment la France doit payer plus que le Portugal pour s'endetter, pour financer sa dette publique, et ça ne va pas s'arranger parce qu'évidemment nos amis portugais font toujours des efforts, ils sont même en excédent public. Il y a même, je dirais, une activité qui résiste finalement malgré tout ça, même au niveau de l'inflation, et pourtant évidemment nous on continue de déraper, ce qui veut dire que là aussi les taux d'intérêt, l'écart de taux d'intérêt va encore se creuser. Donc même si on aime beaucoup nos amis portugais, c'est quand même évidemment un échec pour la France. Globalement, la France n'est plus cette valeur refuge, n'est plus ce pays qui rassure, même si j'ai envie de dire c'est le pays qui inquiète. Et ça, c'est particulièrement dangereux. Donc, dans ce contexte, la question de la semaine justement, que vont faire les prix de l'immobilier? Parce que, on l'a compris, les prix de l'immobilier dépendent beaucoup des taux d'intérêt. Ben là, on le voit, les taux d'intérêt continuent d'augmenter malheureusement. La BCE va arrêter de baisser ses taux d'intérêt, donc ils vont se maintenir au niveau actuel, voire légèrement baisser, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. L'inflation également reste élevée. Donc malheureusement, à la question de la semaine, les cours de l'immobilier vont-ils continuer de baisser en France? La réponse est oui. Il y a plusieurs arguments, je les mets ici. D'abord, il y a toujours la correction de la bulle immobilière passée, la flambée de plus de 34%, on l'a pas encore, je dirais là aussi, digéré. On a ensuite le maintien de taux d'intérêt élevé, on vient de le voir.
le pouvoir d'achat des ménages qui reste faible, notamment à cause de l'inflation élevée, à cause d'un revenu là aussi qui sont relativement modestes, avec notamment un chômage qui augmente, donc là ça sera compliqué. Des conditions de crédit, et ben là aussi qui risquent de rester élevées, ça s'est un petit peu assoupli, mais néanmoins ça reste quand même très dur pour obtenir aujourd'hui un crédit, surtout pour nos jeunes malheureusement. Toujours ces normes énergétiques évidemment qui font des dégâts, hein, bien entendu, normalement c'est censé nous aider, ben, finalement c'est pas forcément le cas, et parallèlement bien sûr, là, le problème des impôts, taxe foncière qui a explosé, les contraintes administratives, on parle de nouvelle augmentation des impôts demain sur les biens immobiliers, on verra bien, j'espère qu'ils ne le passeront pas, mais néanmoins tout ça crée de l'incertitude et donc fait qu'en sorte, nous allons avoir évidemment une augmentation, donc je dirais, de l'offre par rapport à la demande qui, elle, n'augmente pas. Donc l'offre supérieure à la demande, les prix baissent. C'est exactement ce qui se passe, sans parler du problème, évidemment, de la mortalité en France qui est au niveau de la natalité. C'est-à-dire qu'on a à la fois la mortalité qui se stabilise, mais la natalité qui baisse très fortement. Donc là aussi, il n'y a pas forcément de nouvelles demandes en termes immobiliers, ce qui veut dire que les prix vont évidemment continuer de baisser. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on n'a pas les chiffres du troisième trimestre encore, hein, 2024, toujours les chiffres du deuxième trimestre. Voilà, on a une baisse de quasiment 6% par rapport au plus haut. Alors donc, ça n'inverse pas évidemment la tendance de 34%, mais c'est un peu logique. Hein. L'immobilier, sur le long terme, ça augmente toujours, mais là quand même, on voit bien que la tendance baissière a été amorcée et ça va évidemment continuer. Alors, quand on regarde les chiffres de meilleurs agents, alors certains ne les aiment pas trop, mais comme c'est suivi également par les Échos, donc voilà, il y a un certain blanc-seing statistique et épistémologique. Donc on continue parce qu'on les suit tous les mois, donc on continue de suivre ces chiffres qui à mon avis sont quand même plutôt intéressants, donc notamment ici sur les appartements pour les villes de plus de 100 000 habitants, donc ça continue de baisser. Alors à Paris, la baisse s'est stabilisée, on est autour des moins 15% de baisse, Boulogne aussi on était à moins 19, là on est autour des moins 18, donc voilà, ça s'est un petit peu stabilisé pour le mois de septembre-octobre finalement, mais par contre il y a des villes où ça s'effondre, voilà, Montreuil, Aix-en-Provence également, Nice ça s'est stabilisé aussi, mais Lyon, regardez bien, Lyon quasiment 18% de baisse, Strasbourg quasiment 10% de baisse, même Marseille, 6% de baisse, encore une fois, ce sont pour les biens, donc les appartements, donc si vous avez des cas particuliers, bien sûr, ce sont des moyennes, il y a toujours des biens qui peut-être continuent d'augmenter parce qu'il y a une demande particulière sur des niches, mais néanmoins ce sont évidemment des moyennes, et là si on voit les villes un petit peu moins grandes, où les prix, également de plus de 100 000 habitants, mais où les prix sont plus bas, on voit notamment, Villeurbanne toujours moins 12%, et regardez bien, voilà, Toulouse, malgré l'aérospatiale Airbus, moins 9%, et Nantes, regardez bien, Nantes, moins 18,4%, ça s'aggrave, Angers, Toulon également, ça s'aggrave. Grenoble, moins 12,6%. Évidemment, ce sont des villes qui sont un petit peu marquées par une mauvaise actualité, va-t-on dire, pour employer un euphémisme. Et donc, si je regarde maintenant le classement des villes où les prix baissent le plus, alors les prix baissent le plus, pas en variation annuelle, par rapport au plus haut qui a généralement été atteint en 2021-2022. Donc voilà, pour l'instant, c'est Nantes qui décroche malheureusement la palme de la plus forte baisse. Moins 18,4% de baisse des prix des logements, donc des appartements sur Nantes. Ensuite Lyon, quasiment moins 18%. Pareil pour Boulogne-Billancourt, Paris moins 15%, Montreuil moins 14%, Grenoble moins 12,6%, Villeurbanne moins 12,4%, Strasbourg moins 9,7%, voilà, vous avez les chiffres évidemment. Donc ce sont des baisses assez fortes, même si ça n'inverse pas la hausse des années précédentes, mais tout de même, le marché est là, et si les prix continuent d'augmenter, et les taux d'intérêt pardon, continuent d'augmenter, évidemment les prix vont continuer de baisser. Sachant que bien entendu, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, si les prix baissent par rapport à une bulle, ça permet de resolvabiliser la demande et certains pourront acheter à des prix plus raisonnables. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, sauf pour ceux qui détenaient de l'immobilier, mais en tout cas les prix vont continuer de baisser pour répondre à votre question. Et d'ailleurs si on voit la corrélation entre donc, les prix de l'immobilier, si c'est la courbe bleue, et donc les taux d'intérêt, c'est la courbe rouge, donc en échelle inversée, c'est-à-dire quand la courbe rouge monte, ça veut dire que les taux d'intérêt baissent. Donc on voit bien que quand les taux d'intérêt baissent, eh bien parallèlement les prix de l'immobilier augmentent, et maintenant que les taux d'intérêt augmentent, évidemment, la baisse des prix, elle est là, elle a bien commencé. Je me rappelle, il y a encore quelques trimestres, quand j'annonçais cette baisse des prix, quand on était là, on me disait, mais non, ça baissera jamais. Ben oui, ça a bien baissé, et ça va évidemment continuer tant que les taux d'intérêt restent élevés, et malheureusement, vu les dégâts que causent nos dirigeants en termes de déficit public, eh bien les taux d'intérêt vont rester élevés, surtout si on est dégradé en fin du mois par Standard & Poor's, même si on ne l'est pas d'ailleurs, c'est tellement peu crédible que malheureusement les taux d'intérêt vont rester élevés. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le chômage, malheureusement qui va continuer d'augmenter, l'inflation qui va rester élevée, et parallèlement donc ces prix de l'immobilier qui vont continuer de baisser. Alors pour terminer, comme promis évidemment, quelle est la bonne nouvelle de la semaine dans ce contexte un petit peu difficile? Eh bien, cette bonne nouvelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est un petit peu humoristique, elle nous vient de notre double A, le seul double A qui va bientôt nous rester, à savoir, j'ai nommé Antoine Armand, notre nouveau ministre de l'économie. J'avais fait cette blague il y a quelques semaines déjà, donc on va la garder, un double A, moi je trouve que c'est pas mal, ça lui va bien. Alors que nous a-t-il dit, ce cher ministre? C'est incroyable, voilà. Il faut qu'on se réveille. Merci, ça c'est gentil, pour financer notre modèle social, et si on veut le conserver, on est tous d'accord, il faudra travailler davantage.
on a découvert l'eau chaude, entre guillemets. Puis alors ensuite, jamais je n'accepterai un budget irresponsable qui conduit au matraquage fiscal. Alors de quoi s'agit-il? Parce que nous sommes déjà sur un sommet de pression fiscale en France, donc tout ce qui vient encore augmenter les impôts, eh bien évidemment, ça augmente le matraquage fiscal, ça en est déjà. Donc vous voyez, on est dans le marketing, dans la démagogie finalement. Alors bien sûr, on aurait pu faire pire, hein, on aurait pu encore augmenter davantage les impôts, ce qui aurait encore plus cassé la croissance, on l'a compris, elle est déjà très faible, donc si vous augmentez encore les impôts, ça va casser davantage l'activité économique, ça va faire augmenter le chômage, donc moins de rentrées fiscales, donc plus de déficit, plus de dettes, augmentation des taux d'intérêt encore, renouvelés, j'ai envie de dire, voire aggravés, donc ce qui casse l'activité économique, donc c'est le cercle pernicieux. Donc c'est évident qu'il faut que ça s'arrête, mais ce n'est pas avec ce type de déclaration ou en supprimant un jour férié que ça va changer la donne. Non, pas du tout. Il est vrai que si on regarde les chiffres, ben en France on travaille moins qu'ailleurs. Hein. Vous voyez, 664 heures donc travaillées par habitant et par an, contre en moyenne 770 heures en moyenne donc en Europe, donc 14% de moins. Mais j'ai envie de dire, le plus important, c'est pas ça, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait pendant ces heures travaillées. Parce que on peut très bien expliquer pourquoi il y a moins d'heures travaillées, c'est très simple, c'est qu'en France, malheureusement, ben, on quitte les études de plus en plus tard. On fait des bacs plus 5, on veux-tu en voilà, souvent sans déboucher, mais c'est pas grave, voilà, comme ça nous permet, ou du moins ça permet d'avoir moins de chômeurs, entre guillemets. Donc, mais sauf que c'est pas parce que vous avez 3 ou 4 bacs plus 5 ou Master 2, ce que vous voulez, que ça va changer la donne. Et donc on arrive de plus en plus tard sur le marché du travail, et par contre on quitte de plus en plus tôt le marché du travail avec ces fameuses pré-retraites, etc. Donc on nous dit, voilà, à partir de 55 ans, bon, on vous met au rebut. Donc c'est ce qui fait qu'évidemment donc la durée de vie au travail est très courte. En plus, il y a un chômage qui reste très élevé. Je parle du vrai taux de chômage à 16,5%. Donc mécaniquement, on travaille moins. Hein. J'ai envie de dire, c'est mécanique. Mais en plus de cela, donc si on veut que ça change, il faut évidemment changer tout ce marché du travail et tous ces faux semblants, bien entendu. Mais surtout, le drame, c'est ce qu'on fait pendant ces heures travaillées. Parce que si on travaille plus qu'ailleurs, si on a une plus grande productivité, ce n'est pas si grave que cela, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, la productivité est en train de s'effondrer. On est sur une baisse de plus de 5% en France par rapport donc à 2019. Et donc la productivité, c'est quoi? En fait, c'est la richesse que vous créez par rapport à l'emploi que vous donnez. Donc on en crée de moins en moins de richesse, malheureusement, par rapport à l'emploi. Donc voilà, ces heures travaillées sont de moins en moins bien occupées. Et en plus, elles baissent, donc ça n'arrange pas les choses. Et donc ce qui fait que là aussi, on a ce fameux taux d'emploi, 74% en France, contre 81% en Allemagne. Donc là aussi, il faudra inverser cette tendance. Et parallèlement, en termes de richesse par habitant, nous étions 11e en 1990, nous sommes aujourd'hui 25e. Donc là, on voit bien l'ampleur du déclassement de la France, parce que justement, on travaille moins, on occupe de moins en moins bien ce temps de travail, parce qu'on est de moins en moins productif, on a un taux d'emploi qui est très faible, malheureusement. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, la France s'appauvrit. Hein. C'est encore une fois inévitable. Donc pour inverser la tendance, encore une fois, j'entends, on me dit oui, on va travailler un jour supplémentaire, on va supprimer un jour férié. Non, c'est pas ça. Il faut complètement changer notre modèle, je dirais, social, et l'améliorer, hein, pas le détériorer, pas faire du dumping social, ce que vous voulez. Non, pas du tout. Au contraire, il faut rendre ce marché du travail plus fluide. Moi, je pense par exemple au niveau des 35 heures, je comprends très bien ceux qui veulent travailler 32 heures, pourquoi pas, mais à ce moment-là, soyez payés 32 heures. Ceux qui veulent travailler 40 heures ou même plus, ben, soyez payés 40 heures. Donc vous voyez, il n'y a pas assez d'écart finalement de salaire entre ceux qui veulent travailler plus et ceux qui veulent travailler moins. C'était la fameuse phrase de Sarkozy, hein, travailler plus pour gagner plus, ben, ça n'a pas fonctionné parce qu'on a travaillé moins et on a gagné moins également. Et donc ce qui veut dire que là aussi, il faut changer ce modèle. Donc supprimer le caractère obligatoire des 35 heures, réduire le coût du travail, bien entendu, non pas bien sûr baisser les salaires, non, au contraire, augmenter les salaires nets, mais en réduisant les charges qui pèsent sur les salaires, et donc sur les salariés et sur les entreprises, pour augmenter donc le salaire net, ce qui va également donner du pouvoir d'achat. Et évidemment, là aussi, il faudra augmenter l'écart de revenus entre le travail et le non-travail. Vous savez qu'il y a tellement d'aides, alors bien sûr, il y a beaucoup de chômeurs qui malheureusement n'ont pas le choix, et surtout, ils vivent une situation très difficile, donc eux, bien sûr, il faut les aider, mais surtout, il faut les aider à retrouver du travail. Donner des aides pour donner des aides, ça ne suffit pas, ce qui est bien que l'INSEE a fait une étude il y a quelques années en montrant que justement, sur certains niveaux de revenus, eh bien, l'écart entre le travail et le non-travail est très faible. Même parfois certains gagnent plus en ne travaillant pas avec les aides qu'en travaillant. Donc évidemment, ça ne donne pas envie. Donc là aussi, il va falloir repenser complètement notre modèle. Donc les solutions existent. Encore faut-il avoir le courage et aussi la volonté de le faire, parce que ce n'est pas simplement en faisant du dogmatisme et du marketing qu'on va y arriver. Donc voilà, encore une fois, on garde le moral parce que finalement les solutions existent. Espérons qu'un jour on aura le courage de les mettre en pratique en France. Mais c'est vrai que pour le moment, malheureusement, on voit que ce soit sur le chômage, l'inflation, l'immobilier, ça va être encore des mois compliqués. Donc que nous allons gérer bien sûr, mais espérons qu'on finira par prendre les bonnes mesures. Voilà, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Merci encore pour votre fidélité. Donc pour vos likes, vos pouces vers le haut, c'est formidable.
La semaine dernière, en pleine vacances scolaires, on a fait 200 000 vues donc, de la dernière vidéo. Merci, j'espère que celle-ci fera encore plus. Bien entendu, on réagira très bientôt également aux élections américaines. Merci également pour vos commentaires, pour vos questions. Vous voyez que j'y réponds chaque semaine. Donc, pour les abonnements premium également, il faut d'abord s'abonner. Après, ensuite, il y a souscription ou rejoindre. Donc, ça dépend des configurations. Donc, vous cliquez sur l'onglet et vous pourrez recevoir les slides en m'envoyant un mail sur acdefi.com. Voilà. Merci encore pour votre fidélité. Portez-vous bien, donc gardons malgré tout le moral et encore une fois, bravo à tout ce que vous faites et merci pour votre fidélité. Bonne continuation et à très bientôt.